Je passe donc immédiatement la parole à Jacques Tauby pour la demi-heure fatidique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous avez entre les mains quelques pages avec des chiffres, car je ne veux pas vous abreuver de chiffres dans mon exposé, qui s'y prêtent naturellement, au moins même dans les deux aspects, à la fois les trois aspects, à la fois financier, économique et culturel. C'est probablement un exercice salutaire que de jeter un regard rétrospectif sur les conclusions d'un travail effectué il y a une quarantaine d'années et un regard contemporain sur celui réalisé et récemment réalisé, et d'extraire des deux une courte synthèse. Pour ce qui concerne les intérêts financiers et économiques, nous présenterons quelques éléments chiffrés sur la valeur de l'épargne française placée en emprunt d'État ottoman et assimilée, et celle investie dans les entreprises fonctionnant dans l'Empire à la veille de la Grande Guerre. Cette dernière expression ne pose pas de problème pour les emprunts d'État, mais pour les investissements d'entreprises, voire pour les affaires culturelles, la question des limites de l'Empire est évidemment importante. Nous donnerons ici les chiffres que vous avez de notre ancien travail qui envisage l'Empire dans ses frontières de 1914, mais nous donnerons aussi ceux valables pour l'Empire de 1912 et encore dans les frontières, l'Empire encore dans les frontières du traité de Berlin. Nous situerons les intérêts français parmi ceux des partenaires, bien entendu, et concurrents étrangers, et tenterons d'évaluer la part de l'épargne domestique dans les secteurs envisagés. Nous montrerons également la mesure des engagements de la Banque ottomane, tant dans les placements que dans les investissements. En matière culturelle, nous limiterons aux établissements d'enseignement laïque en partenariat pour les raisons que nous indiquerons le moment venu. Alors d'abord quelques chiffres globaux. Le tableau 1 précise la position des placements et investissements français en 1914 dans l'Empire, dans ses frontières de 14 et de 1912. Il en sort que l'épargne française placée dans l'Empire, dans ses limites du traité de Berlin, atteint un nominal de 3 milliards de francs. Cette somme relativement importante représente 7% de l'ensemble total de l'épargne française placée à l'étranger, et pour prendre une comparaison, c'est le quart des investissements français placés en Russie. On notera que le pourcentage moyen des investissements directs est autour de 25% de l'ensemble, ce qui tendrait à confirmer que l'épargnant français est bien un tondeur de coupons. De plus, si on considère que près des 2/5 de ces investissements sont des obligations, cela amènera le pourcentage des titres obligataires à près de 85%. Toutefois, une analyse plus fine permettra de nuancer ces trop simples appréciations. Disons pour le moment que ces chiffres témoignent du côté des porteurs des exigences tenaces concernant la garantie de leur placement à travers des organismes de contrôle et de gestion, du côté ottoman d'une ventilation des besoins propres aux pays non industrialisés, déficit budgétaire, faiblesse du développement économique. L'observation de la courbe des placements et investissements annuels français entre 81 et 14, dans ses frontières de 1914 et de 1912, pousse à la conclusion qu'il existe une nette corrélation entre les rythmes d'acquisition de fonds publics et de fonds privés par les rentiers français. Il y a entre les deux une sorte de relais. Ce phénomène met en lumière qu'en période d'expansion économique, les capitaux français se placent faiblement en fonds d'État et préfèrent les investissements d'entreprise. Au contraire, lorsque les difficultés surviennent, tant sur les plans économiques que politiques, l'épargnant français préfère des fonds d'État considérés, à tort ou à raison, comme plus sûrs. Ce n'est pas vrai d'ailleurs seulement dans l'Empire ottoman. Alors, quelle est la place du capital français par rapport à ses concurrents? Le tableau 2 donne la situation en 95 et 14 dans l'espace ottoman à cette dernière date. On constate que l'épargne française vient largement en tête dès 1895 et dans les placements de fonds publics avec 46% du total et dans les investissements directs avec près de 40%. Vient ensuite le capital britannique
proportionnellement plus engagé dans les entreprises que dans les fonds publics, autour de 20%, suivi du capital allemand plus récemment intervenu et plus intéressé lui aussi par les investissements d'entreprises, au total autour de 12%. On notera l'importance de la rubrique divers, notamment en ce qui concerne les fonds publics, un quart du total, où sont encore fort engagés les capitaux austro-hongrois, belges, suisses, néerlandais et italiens. Les investissements directs plus modestes représentent surtout des capitaux belges, sociétés de services et notamment compagnies de tramway. La situation en 1914 souligne l'approfondissement des engagements français, tant dans les emprunts d'État et assimilés, plus 14%, que dans les investissements directs, plus 5%. Globalement, la part française passe de 44,8% à 55,9%. La deuxième place a été ravie par l'Allemagne, qui augmente son total général de 6 points, tandis que l'Angleterre en lâche 5. Les autres pays présentant moins de 12% du total, avec un désengagement important de la dette publique. Une observation de la situation envisagée dans un empire ottoman dans ses frontières de 1912 appelle peu de commentaires. Les résultats des fonds publics restent les mêmes et l'ordre de grandeur des investissements directs n'est pas vraiment affecté. Notons cependant qu'en 1914, l'Allemagne a conquis une solide deuxième place avec 23% du total. Quelques remarques concernant les fonds publics et assimilés. La situation en 14 est l'aboutissement d'une déjà longue histoire, inaugurée en 1854 avec le premier emprunt d'État ottoman. Toutefois, 1881 est une date significative dans la mesure où, après la banqueroute ottomane, le décret de Muharrem et la mise en place de l'administration de la dette publique ottomane apportèrent une solution aux épineux problèmes nés de cette banqueroute et aggravés par la lourde défaite de 1878. En 1881, la dette ottomane est réduite de moitié et consolidée à 3,3 milliards, la part des capitaux français étant estimée à 1,380 milliard, soit 40% du total. Précisons que l'administration de la dette publique ottomane, qui compte 5000 fonctionnaires en 1914, est présidée alternativement par les Anglais et les Français et gère au moins 25% de l'ensemble des ressources de l'Empire, qui échappent naturellement aux Maliens. Sans en avoir le monopole, la Banque impériale ottomane dispose en fait d'un droit de préférence sur ce qui concerne les emprunts d'État, entre 1981 et 1914, sur 34 opérations importantes, 19 emprunts, 7 conversions, 6 émissions de bons du Trésor. 25 intéressent directement le marché parisien. Sur ces 25 opérations, 19 sont présidées par la Banque ottomane et son groupe, 6 étant menés par divers autres groupes français. En valeur, près de 70% de l'ensemble des émissions ottomanes et 90% de celles qui intéressent le marché français dépendent de l'ottomane. Alors ce groupe de l'ottomane comprend des banques pratiquement toujours présentes, la Société Générale, le Comptoir National d'Escompte, le Crédit Industriel et Commercial, la Banque de Paris et des Pays-Bas. S'y ajoutent des participations momentanées, comme par exemple le Crédit Lyonnais, qui entretient 3 agences dans l'Empire. La Société Marseillaise de Crédit, la Banque Française pour le Commerce et l'Industrie. La Banque ottomane réussit à faire échouer 2 tentatives du crédit immobilier pour mener une politique indépendante dans les valeurs ottomanes. Elle concède partiellement un emprunt au comte Zogeb et à la Banque française, mais elle ne peut empêcher le groupe Perrier de mener à bien 2 grandes opérations. Ainsi, dans la grande majorité des cas, ce sont les banquiers de l'ottomane qui définissent pour chaque opération les conditions de prix, de date, de fixation de l'intérêt, les taux de prise ferme et d'émission. Tout cela doit tenir compte de la conjoncture à Paris et à Constantinople. Alors ça se passe concrètement de la manière suivante. Sous le couvert d'un contrat d'emprunt à option ou par tout autre système, des avances mesurées et à haut intérêt, 8 à 9%, sont consenties, donnant à l'emprunt, le moment venu, le caractère d'une consolidation. Ainsi, les délais ménagés
permettent d'exiger des conditions de tous ordres d'un gouvernement ottoman qui dispose de moins en moins de la capacité de s'y opposer. C'est en tout cas pour la banque une activité très lucrative. La Banque impériale ottomane a jusqu'à présent tiré la plus grande partie de ses bénéfices de ses participations dans les emprunts d'État, précise un rapport du Comité de Paris en 1923. Quelques remarques maintenant sur les investissements directs, c'est-à-dire des investissements dans des entreprises. Contrairement à ce qu'on aurait plutôt pensé, le capital français l'emporte aussi dans ce domaine, très largement sur ses concurrents. Entre 1981 et 1914, 502 000 lieues de francs ont été investis dans les entreprises fonctionnant dans l'Empire, soit 48% des investissements de toute provenance. Les risques étant particulièrement redoutés de la part des investisseurs, il en résulte des attitudes particulièrement sensibles à la conjoncture locale et internationale. Les incitations et les motivations des investissements directs peuvent être ainsi résumées. Pays industriel, la France entretient avec l'Empire ottoman et d'importants et traditionnels échanges d'argent et de marchandises. Il est donc naturel que les capitalistes aient été d'abord tentés par des secteurs d'activité permettant d'améliorer la régularité, la sécurité, l'efficacité de ces échanges, d'où l'intérêt pour la banque, les chemins de fer, avec l'avantageux système de la garantie kilométrique, les ports, les mines. En outre, tandis que les entreprises liées à l'État et donc normalement d'un rendement plus assuré, tant capitalistes avisés comme pour l'administration des phares et les banquiers comme pour la régie des tabacs, l'organisation des services publics urbains s'accommode de fonds relativement modestes et bénéficie de la présence d'une clientèle rencontrée avec un fort pourcentage d'une clientèle concentrée avec un fort pourcentage d'Européens. Ainsi, les compagnies des eaux, du gaz, de l'électricité, du téléphone attirent dans les grandes villes les capitaux français. L'examen du tableau 4 nous permet d'affirmer notre analyse. Nous pouvons ainsi comparer en 1914 l'attrait ressenti pour les investisseurs français selon les secteurs, que je dirais, pour aller vite, que la proportion d'engagement des capitaux français, anglais et allemands sont, avec des chiffres absolus différents, proportionnellement les mêmes selon les secteurs. Alors, je présente enfin quelques remarques sur la position des différents protagonistes par secteur d'investissement. Dans la banque, le capital français représente 75% des investissements étrangers. Ceci est essentiellement le résultat de la francisation progressive du capital de la Banque impériale ottomane au détriment du capital anglais, réduit à 20% à la veille de la guerre. L'Allemagne, la Belgique et la Suisse se partagent les quelques pourcentages restants. Dans le secteur des communications terrestres, le capital français vient en deuxième position, après le capital allemand, le Bagdad, n'est-ce pas, et devant les capitaux anglais et belges. Notons que les investisseurs français et minoritairement allemands sont engagés dans la modernisation du réseau routier ottoman. Avec plus de 50% des capitaux étrangers investis dans les ports, le capital français domine avec les fleurons d'Istanbul, d'Izmir, de Beyrouth, de Salonique. Les capitaux anglais, allemands et de diverses autres origines se partagent le solde à part égale. Le capital français est fort engagé dans le charbon, les charbonnages de Dérélie, d'Héraclée, et les non ferreux du côté du cuivre d'Argana-Madon. Alors, je suis obligé de trancher, n'est-ce pas, bien entendu. Nous entendons par service, dans le tableau numéro 5, il y a une colonne service. Alors, ce sont les administrations d'État et les services publics urbains. On remarquera la très faible présence du capital anglais et la position modeste, mais en progrès, du capital allemand. Les capitaux belges, suisses, austro-hongrois, ottomans sont très présents, 40% du total du secteur, dans les services urbains, notamment la compagnie des tramways et d'électricité. La part équivalente du capital français ne donne pas la mesure exacte de son influence réelle. Une administration aussi importante que l'administration des phares fonctionne sans capital et rapporte net tous les ans
la somme moyenne de 1 500 000 francs, selon l'INSEE, 4 500 000 euros, selon les équivalences. Voilà, je terminerai pour dire qu'il y a peu de sociétés à capital international, n'est-ce pas? Les sociétés regroupement des capitaux à parts égales de plusieurs origines, il y en a en vérité qu'une seule, c'est le consortium des tramways d'électricité de Constantinople, et encore très tardif, en 1913, enfin 11 et 13. Quelques sociétés regroupent des capitaux de deux sources, principalement franco et franco-anglais à la Banque ottomane, bien entendu, et au port de Constantinople, et à la Société des téléphones aussi. Anglo et allemand à la Turkish Petroleum Company, c'est-à-dire le pétrole où le capital français est complètement absent, et enfin français et allemand, c'est le seul exemple, dans les mines de cuivre d'Argana, Madoff. Voilà, je voulais préciser l'importance du groupe financier de l'Ottomane dans cette affaire. Alors vous le trouverez dans un petit dessin, n'est-ce pas, du tableau, je crois, 8, et à tête reposée, vous regarderez que la Banque ottomane, n'est-ce pas, regroupe en 1914 environ 80% des intérêts français. Cette évolution s'est faite progressivement. Ce n'était pas forcément au départ la mission et les objectifs de la Banque ottomane, mais ça évolue vers, n'est-ce pas, du point de vue officiel, vers un groupement, un holding, si on veut, n'est-ce pas, en formation, mais qui a déjà une existence autonome. Je vais vite, puisque je dois aussi m'occuper, comme vous le savez, un peu des choses. Oui, eh bien, je vais, malgré tout, comme mon prédécesseur, il faut absolument que j'apporte une conclusion à ces choses économiques et sociales. On voit, en ce qui concerne, n'est-ce pas, notamment avec la Banque ottomane, ça sera le seul développement sur la Banque ottomane. On voit bien, n'est-ce pas, les motivations des décideurs de la rue Meyerbeer dans leur stratégie en quête d'affaires industrielles. L'Empire ottoman est un pays neuf, ou presque, tout reste à faire, en un temps où toutes les courbes économiques, 1913, tendent à la hausse, où la croissance des profits s'annonce, après une période, somme toute, assez médiocre. L'entrée dans une ère de hauts dividendes, où le développement industriel ne peut que bénéficier au secteur de la vie économique et donc aux opérations ordinaires de banque. Et cela est d'autant plus nécessaire que la concurrence des Allemands et des Britanniques est particulièrement vive. Au demeurant, les décisions du Comité de Paris vont parfaitement dans le sens des desseins du gouvernement français, avec lequel les responsables de l'Ottomane entretiennent des relations suivies. Pour Paris, les engagements financiers de la Banque ottomane dans les entreprises industrielles qui, sans représenter un monopole, dominent cependant les engagements du capitaux français, ont le double avantage de permettre, à travers l'emprunt, l'obtention pour les industriels français qui le réclament d'importantes commandes et de dessiner, à travers notamment les concessions de chemin de fer, les bases géopolitiques des zones d'influence. Ainsi, le soutien diplomatique français ne fait-il pas défaut aux gens de l'Ottomane dans leurs discussions avec les groupes étrangers? Et la banque ne manque-t-elle pas, en acceptant par exemple de syndicaliser les titres français majoritaires qu'elle contrôle, de répondre aux vœux conjoints des hommes d'affaires et des hommes politiques français? L'on comprend alors que la Banque ottomane soutienne plus volontiers le projet des responsables politiques français, partisans de pousser les intérêts français dans les 3 zones d'influence réservées à la France par les accords d'avril 1914, plutôt que de se polariser sur la seule Syrie, soit
il y a Lazaret, il y a un lobby syrien à ce moment-là, n'est-ce pas, en France, mais il s'agit là d'une toute autre histoire. Du reste, en ce qui nous concerne, Istanbul, n'est-ce pas, va choisir Berlin. Alors, dans sa vaste enquête de 1912 sur les établissements d'enseignement de l'Empire ottoman, initiée par le Comité des intérêts français en Orient, Maurice Piernot écrit « Les intérêts culturels de la France sont affaires de tous les enseignants. Ils appartiennent aux congrégations catholiques ou à la mission laïque. Tous sont français avant tout et ont pour premier souci de contribuer pour leur part à la civilisation que la France a entreprise. » Alors, nous sommes là, je n'y reviendrai pas, mais nous sommes là, et les bureaux français, n'est-ce pas, agissent dans une conception tout à fait coloniale. Nous allons en voir quelques exemples qui ne correspondent pas forcément, enfin qui ne correspondent même pas exactement, mais on en aura tout à l'heure l'explication, n'est-ce pas, à la situation ottomane. Mais les réactions françaises, elles, le sont. Par ailleurs, alors, d'autre part, n'est-ce pas, Piernot ajoute, mais ça, Paul Cambon l'avait dit avant, notre effort doit tendre à établir entre les intérêts moraux et matériels de la France, que la France possède dans le Levant, des liens multiples et tangibles. Notre devoir nous commande de ne les séparer jamais les uns des autres, comme le font les Allemands depuis longtemps, n'est-ce pas, avec succès. Et ça, c'est une leçon qui est assez rabâchée à la fin de l'Empire. En vérité, par ailleurs, tout de même, je dois le dire, avant de soutenir ma thèse d'État en 1973, n'est-ce pas, mon regretté maître Pierre Renouvain m'avait dit les intérêts financiers, économiques et politiques, ça suffit, c'est déjà assez gros, vous ferez les intérêts culturels quand vous serez en retraite. Alors, j'avais ri sottement, n'est-ce pas, mais je suis aujourd'hui heureux de pouvoir lui donner raison. Oui, j'ai encore une bonne dizaine de minutes. Oh non. C'était au cas, j'ai une montre, là, non, mais, Alors, le premier volume que j'ai consacré à ces intérêts culturels, c'est... J'ai choisi les intérêts financiers et les intérêts des établissements laïques et en partenariat parce que ce sont ceux qui avaient été les moins étudiés pendant les 40 ans qui ont séparé, n'est-ce pas, le moment où je faisais les recherches et où j'ai dû les mettre à jour, n'est-ce pas, naturellement, mais enfin, et la période présente. Réflexion sur les chiffres globaux, n'est-ce pas? Alors vous avez là aussi, heureusement, n'est-ce pas, parmi vous, les tableaux, donc ça m'évitera les développements que je ne pourrais dire pas faire. 87 000, n'est-ce pas, 87 000 élèves dans l'Empire ottoman et 30 000 de plus si on ajoute l'Égypte, c'est-à-dire on atteint les 100 000 élèves. Les écoles laïques représentent 15 à 20% des élèves du secondaire dans les écoles françaises. Alors il faudrait que je passe 10 minutes, mais ça va expliquer que quand je parle des écoles françaises, je mets français entre guillemets. Parce qu'il y a des écoles françaises qui en somme appartiennent effectivement à la France, et puis d'autres dont l'enseignement se fait en partie en majorité en français, et ces écoles-là, je les appelle aussi françaises. Il n'y a pas que moi qui les appelle. Mais la plupart du temps, d'ailleurs, les autres, les contemporains, le font sans guillemets. L'ensemble des écoles françaises accueille, disons, plus de 50% des élèves fréquentant les écoles étrangères dans l'Empire, donc largement en tête. Les débuts ont été, et c'est le début de l'ouvrage, les débuts de l'enseignement laïque ont été difficiles. À Fleuret-Mouchetier, dans la capitale, d'une façon beaucoup plus vigoureuse en Syrie, et notamment à Beyrouth et dans les environs. Je ne pourrais pas vous faire des citations assez hautes en couleur, les unes qui sont un peu, qui ne volent pas haut, du reste comme on en voit aussi en France à la même époque. Ce qui a déclenché
La discussion en Syrie, c'est deux expériences, n'est-ce pas, deux expériences. Les écoles Olivier et Augier. Alors ces écoles se sont finalement révélées malheureuses. La première a commencé en 1898 et elles ont bénéficié à un moment des subventions françaises, mais finalement l'école Olivier a disparu d'elle-même faute de non pas de moyens, mais faute de personnel, sans grand éclat. Le second, l'école Augier, Augier a commis l'erreur stratégique de refuser le patronage de la mission laïque, qui venait, elle, d'être créée, n'est-ce pas, et qui avait l'intention d'installer des collèges. Elle avait déjà installé le premier, n'est-ce pas, à Salazie. En refusant ce patronage, il s'est cru le grand chef, et finalement, alors les crédits lui ont été, crédits du gouvernement français ont été abandonnés. La fin d'Augier est assez navrante, mais il faut dire qu'au moins, ils avaient montré, puisqu'ils ont quand même vécu 4 ans chacune, ils ont montré que l'existence d'une école laïque était possible à Beyrouth, alors que, disons, les consuls généraux jusque-là disaient que c'était vraiment pas le moment et que c'était trop tôt. Je raconte ensuite donc l'installation du collège de la mission laïque, qui se présente d'une façon excellente, n'est-ce pas, et grâce à Deschamps, n'est-ce pas, qui est vraiment la cheville ouvrière des débuts de la mission laïque. Une seule difficulté qui a été la disparition de la caisse à un moment, n'est-ce pas, fâcheux. Oh, l'affaire, on ne trouvera pas naturellement le coupable. Par mesure d'économie, n'est-ce pas, c'était un professeur de commerce qui faisait rôle d'économe, et naturellement, il se défend en disant que en plus, il réclamait un coffre-fort depuis 2 ans, et on ne lui avait pas encore fourni. Bref, il est quand même remercié, mais sans scandale, bien entendu, et sans faire de bruit, ce qui n'empêche pas le collège, du reste, de progresser. À Constantinople, dans la capitale, permettez-moi simplement je vais le faire, c'est pas très recommandé, mais enfin, je vous lis très rapidement une liste, non exhaustive, des écoles laïques, dont certaines bénéficient de subventions, dont presque toutes bénéficient de subventions du gouvernement français, et plusieurs de la mission laïque française, et quelques autres encore de l'Alliance française. Mais je n'ai pas le temps de faire le détail. Il y a le lycée Fort, le lycée de jeunes filles de M. Magnus à Chichny. Magnus, c'est un professeur astucieux de Galatasaray qui sait qu'il y a de l'argent à gagner, soit à créer une école dans un quartier chic en gestation, n'est-ce pas, à Chichny, ça marche d'ailleurs très bien. L'école professionnelle de jeunes filles de M. Kolb. Il y a le lycée jeune fille de Mme Deveau, il y a le lycée gréco-français. Alors, c'est là aussi le partenariat, n'est-ce pas? Lycée gréco-français de Taksim, un deuxième lycée gréco-français de M. Vatelot, une école de filles, etc. Les cours du soir, en ce qui concerne la langue, n'est-ce pas, les cours du soir, importants, à Stamboul. En Thrace et en Anatolie, il y a l'école de M. Richard à Andrinople, l'école de M. et Mme Baltaz à Brousse, l'école, etc., gréco-français aussi, deuxième collaboration à Izmir, qui marche assez bien. Et il y a aussi, j'arrête là. Je ne dirai rien du lycée Galatasaray, car il y a des travaux, on espérerait, la publication, à mon avis, qui n'a pas eu lieu encore, de la thèse de Mme Guveni, qui est un travail tout à fait
remarquable, mais qui n'est pas publié. Je vous indiquerai simplement qu'il y a ce qu'il faut pour faire un excellent roman policier avec l'incendie du lycée. Qui a incendié le lycée de Galatasaray qui, en 1907, n'est-ce pas, qui disparaît presque complètement. Alors, d'après le directeur, qui n'est pas un mince personnage, Sheriff Bell, soit qui est un historien, homme politique, qui fonctionne avec le comité Union et Progrès, mais 1907, c'est pas encore tout à fait la révolution, mais on n'en est pas loin. Et donc, il y a là tous les ingrédients, n'est-ce pas, il y a le feu, il y a les... Alors, selon le directeur, c'est le directeur français qui est responsable, car il avait oublié de fermer son bec de gaz, enfin... j'ai retrouvé, alors, si j'ai insisté un peu là-dessus, c'est parce que j'ai retrouvé la défense. Il se défend comme un beau diable, n'est-ce pas, Feuillet, il y a 30 pages qu'il adresse au sultan par l'intermédiaire de l'ambassade de France. Naturellement, l'ambassade de France n'enverra jamais ça au sultan, qui d'ailleurs vient de perdre pas mal, n'est-ce pas, il va perdre pas mal de son autorité quelques mois plus tard. Oui, et tout de même, j'ai dit en collaboration, il y a le principal partenariat, c'est le partenariat Faculté de Lyon et Université Saint-Joseph de Beyrouth. Alors, je ne peux pas terminer sans dire un peu, il faut que je dise un mot de l'Alliance française et de l'Alliance israélite universelle. Parce que autrement, alors je me suis peut-être mal pris, mais enfin vraiment, pourtant, j'ai revu les relations entre la faculté de Lyon et la création de la faculté de médecine sous les aspects d'un professeur, le professeur Lortet, avec les archives de l'Académie de Lyon. Le professeur Lortet est plein de bonnes intentions, mais il veut justement faire un diplôme, n'est-ce pas, sans les Ottomans. Et les Ottomans, naturellement, ont le droit, comme le dira Cambon, ont tout à fait le droit de savoir s'ils veulent accepter que des médecins fonctionnent chez eux, d'où ils viennent exactement, et quels sont leurs diplômes. On s'est placé dès l'origine, écrit Cambon, à un point de vue absolument faux. Ça va pour Lortet. On s'est imaginé qu'il était possible de délivrer des brevets de docteur d'un endroit à l'exercice de la médecine en Turquie sans la moindre attache avec le gouvernement ottoman. Il est impossible qu'ils s'abstiennent de tout contrôle sur les brevets délivrés par les facultés étrangères. La position de Paris n'est pas moins tenace. J'ai dû entreprendre moi-même, dit Cambon, auprès des différents ministres qui se sont succédés rue de Grenelle, plusieurs démarches pour faire comprendre que l'honneur de la science française ne serait pas compromis parce qu'un docteur turc signerait dans un jury d'examen à côté des membres des facultés de France. L'erreur commise par le doyen de la faculté qui poursuit l'établissement en Turquie d'une faculté française absolument indépendante de l'autorité locale. On oublie que la faculté n'a d'autre but que de former des médecins et que des médecins ne peuvent exercer sans le concours du gouvernement ottoman. À Beyrouth, on est en Turquie et non en France. Ce ne seront pas des paroles en l'air puisque Lyon va perdre le monopole de l'examen et désormais ce seront des docteurs d'autres universités qui iront faire passer les examens à Beyrouth. Si vous ne voyez pas trop d'inconvénients, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter. Et on reviendra sur l'Alliance israélite tout à l'heure. Il y a l'Alliance israélite et il y a l'Alliance française, n'est-ce pas? Et l'Alliance française. Mais je pense qu'il faut impérativement arrêter parce que sinon on n'arrivera pas à maîtriser l'emploi du temps. Mais tout à l'heure, dans la discussion, on pourra revenir sur ces deux cas. Je pense que
Merci beaucoup donc de cet exposé à nouveau très riche. Et puis je crois qu'effectivement c'est un pari un petit peu impossible que de tenir simultanément la dimension économique et financière et culturelle, la dimension culturelle comme on vous avait demandé de le faire. Mais je crois que encore une fois on pourra y revenir tout à l'heure.